Microsoft. Il y a deux genres de types que je méprise. Les flics et les salauds qui tuent leur patron. À tes yeux, je suis un voleur. Pour ma mère, je suis un fils. Aux yeux de mes hommes, je suis un chef. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Moi, les limites, je ne sais pas ce que c'est. Ainsi va la vie. Bien dur, t'as un sacré style. Tu gaspilles pas tes balles, toi. À tous les coups, tu cartonnes. Je me suis juré de faire la peau de ce salopard de Johnny. Et je vous garantis que ça, personne m'en empêchera. Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de HCast. HCast, c'est le podcast du cinéma HK et asiatique. Je suis Marvin Montes et je suis en compagnie d'Erwan Kerok. Salut Erwan, ça va ? Salut, ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va super bien. Déjà, je suis content qu'on puisse enfin faire ce pilote et en plus, on s'attaque à un gros sujet dès le début. On s'attaque à toute épreuve de John Woo, donc Hard Boiled en anglais, et la traduction du titre original, c'est le détective malin à la main lourde, on pourrait dire. J'ai eu peur que tu nous le fasses en chinois quand t'as commencé à en parler. Donc on va commencer vite fait par le sommaire. On va se poser plusieurs questions pour traiter ce film. C'est en gros Hard Boiled, c'est quoi ? On va parler un petit peu du contexte puisque c'est très important quand on parle de ce film-là. On va se poser un peu de la question de savoir comment tout ça s'est fait, donc au niveau mise en scène, scénario, et on va parler de l'impact que ce film a eu donc sur son réalisateur John Woo, sur ses acteurs Chow Yun-fat, Tony Leung et compagnie. Eh ben écoute, je suis prêt. Salaud, tu nous as trahis. T'étais avec un flic. Alors, on va se poser la question, Hard Boiled, c'est quoi ? À toute épreuve, c'est un film de 1992, c'est un film hongkongais qui a été écrit par Barry Wong et réalisé par John Woo. Donc ce qui est notable, c'est que c'est le dernier film de John Woo avant son départ à Hollywood, où donc il a connu la gloire grâce à notamment Volte-Face et Mission Impossible 2, avant de rentrer un peu la queue entre les jambes malheureusement en Chine pour tourner à l'époque le plus gros budget de l'histoire du cinéma chinois, qui était la duologie Red Cliff. C'est ça. Donc en fait, Hard Boiled, il fait un peu partie de ce qu'on pourrait appeler ses polars urbains. C'est un truc qui a beaucoup contribué à sa popularité, plus du côté occidental. Et donc au casting, on retrouve évidemment Chow Yun-fat et Tony Leung. Chow Yun-fat et Tony Leung, qui, notamment Chow Yun-fat, donc qui est indissociable de la filmographie de John Woo, parce que c'est l'acteur fétiche du réalisateur, qui avait commencé à collaborer avec lui sur Le Syndicat du Crime, et il faut retenir que Le Syndicat du Crime, c'est un des films les plus célébrés de l'histoire du cinéma chinois. Donc effectivement, c'est avec Chow Yun-fat qui était à l'époque et qui est resté pendant très longtemps la plus grande star du cinéma asiatique. C'est quoi tous ces oiseaux en papier? Tu te sens seul? C'est pour te tenir compagnie? En fait, j'ai horreur des oiseaux en papier. Chaque fois que je tue quelqu'un, j'en fais un. Si ça te dit, j'en fais un pour toi. Amusant ça. Quand tu crèveras, qui est-ce qui t'en fera un? Donc avant de passer au contexte, on va quand même le pitcher, Hard Boiled. Hard Boiled, c'est l'histoire d'un flic casse-cou, d'un flic dur à cuire, complètement dans l'esprit de l'inspecteur Harry, donc qui est interprété par Chow Yun-fat, l'inspecteur Tequila Yuen, Tequila étant son surnom et sa boisson préférée, donc qui décide en gros d'aller mettre ses pieds dans le plat de gangsters notoires qui règnent absolument sur la ville. Et en faisant cela, il va croiser le chemin d'un tueur qu'il ignore être un flic infiltré, interprété par Tony Leung. Tony Leung, grand acteur chinois également, et ensemble, ils vont se mettre à collaborer pour faire tomber le fameux gangster interprété par Anthony Wong. Anthony Wong, également un grand acteur et un grand visage du cinéma hongkongais qu'on a retrouvé également dans les plus grands films de Johnny To. Donc Tony Leung, qui s'appelle Tony ou Alan, on ne sait pas. Oui, dans le film, ouais. Dans le film, voilà. Selon les versions, on a selon les versions. Voilà, c'est une interprétation différente. Voilà, il y a plusieurs versions de ce film. On ne sait pas quelle est la version officielle, mais c'est toujours une grosse difficulté avec le cinéma hongkongais. Il y a une réédition qui est sortie sous le label HK en France, et il y a une autre édition qui a été ressortie donc au Royaume-Uni, il me semble. Donc c'est la collection Dragon Dynasty, et c'est une collection qu'ils ont là-bas. Et donc l'étalonnage est pas du tout le même, il est très bleu, et la traduction est pas tout à fait la même d'ailleurs. C'est pas très grave. Bon écoute, on va tout de suite rentrer vraiment dans le cœur du sujet et on va parler d'un truc hyper important pour Hard Boiled, c'est le contexte. Donc on y va tout de suite. Écoutez-moi bien. À cause de cette putain d'affaire, j'ai perdu mon pote. Et je me fous de ce qui peut m'arriver. Donc Hard Boiled, le contexte, c'est quoi ? Alors, Hard Boiled, comme tu l'as dit dans l'intro, c'est le dernier film de John Woo avant de partir aux États-Unis. C'est un petit peu son feu d'artifice final à ce moment-là pour Hong Kong, mais il y a surtout quelque chose de très important, en un mot, rétrocession. Ce qu'on appelle la rétrocession, c'est simplement le retour de Hong Kong sous l'égide de la Chine en fait. Tout à fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Hong Kong était jusque-là, donc jusqu'en 1997, une colonie anglaise, et donc qui n'appartenait pas officiellement à la Chine. Et en 97,
l'Angleterre a quitté les lieux et donc a redonné à la Chine Hong Kong. Et donc Hong Kong, qui avait déjà un statut très particulier auparavant, du fait de son appartenance à l'Angleterre, a quand même conservé un statut particulier vis-à-vis de la Chine. Mais à l'époque, donc on est en 92 quand le film s'est fait, il y avait beaucoup d'interrogations sur ce qu'allait devenir Hong Kong en fait en 97. Et donc le film fait vraiment écho à cette incertitude, aux incertitudes des cinéastes et de la population hongkongaise qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, parce qu'il y avait à Hong Kong une énorme liberté et notamment pour faire des films au niveau de la représentation de la violence. Là je parle vraiment du point de vue du cinéma, je parle pas du point de vue de l'humain. Bien sûr, parce que c'est vrai que s'il y avait une interrogation, une crainte, c'était évidemment la censure, de repasser sous le contrôle quelque part du gouvernement chinois, quoi. Alors même si je me suis renseigné un petit peu, il y avait déjà eu quelques réalisateurs hongkongais qui avaient des problèmes avec la censure, par exemple Choy Ark qui avait des soucis au moment de l'enfer des armes, il me semble. Oui, ouais, tout à fait. Même s'il était encore sous le pavillon hongkongais, avait déjà eu des soucis de censure, mais vraiment là on était censé atteindre un autre niveau et perdre peut-être une certaine liberté de ton. Alors après, est-ce que l'avenir leur aura donné raison ou pas, c'est une autre histoire. mais c'est vrai que donc cette fameuse rétrocession, c'est un truc qui transpire par tous les ports en fait dans Hard Boiled, quoi. Déjà les personnages principaux et presque le premier dialogue du film parle de gens qui soit veulent partir ou soit sont trop bien à Hong Kong pour y rester, quoi. T'as jamais eu envie d'émigrer avec ta famille? Non, j'y ai jamais pensé. C'est chez moi ici. C'est là que je veux être enterré. À l'étranger, on se sent perdu. Fini les petits thés du matin. Du thé, on en trouve partout. Oui, mais pas aussi bon qu'ici. C'est un dialogue qui est très intéressant, qui est entre le personnage de Tequila, donc ils sont dans une maison de thé où il va se dérouler un carnage absolument abominable quelques minutes plus tard, mais il est en train de discuter avec son coéquipier et il parle justement de fait de vouloir rester à Hong Kong et on sent quand même une peur, justement. Il parle des petits plats qui sont typiquement hongkongais, est-ce qu'on pourra retrouver les mêmes si on part, et en même temps ce qui est intéressant là-dedans dans ce dialogue-là, qui est assez court, hein, c'est que ça fait également écho au départ de John Woo. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on sent que à travers ce dialogue, il se pose la question, il sait qu'il va partir à Hollywood à ce moment-là, et il se pose la question de est-ce que j'arriverai à retrouver un semblant de ma vie à l'étranger. Et donc comme tu disais tout à l'heure, Hard Boiled, c'est effectivement un feu d'artifice final, il veut vraiment tout défoncer avec ce film avant de partir, et en même temps c'est une carte de visite pour les États-Unis, c'est dire voilà ce que je sais faire, je suis devenu à l'époque peut-être un des cinéastes, si ce n'est le cinéaste hongkongais le plus important à ce moment-là. Il veut être accueilli en bonne et due forme aux États-Unis. Bon, la suite est différente, mais effectivement c'est cette peur, ces interrogations se ressentent à travers tout le film, où on est vraiment dans un monde au bord de l'implosion. Ça commence par des extraits de journaux qui apparaissent pour montrer que le monde est devenu très violent, en tout cas Hong Kong est devenu très violente, et que les criminels vraiment ont la main mise sur ce qui se passe. Et justement, c'est une peur qu'on ressent de John Woo à travers ce film, c'est de dire il a peur que justement ça se transforme en grand n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça que pour la première fois, il décide d'arrêter de parler de criminels. Il a dit je veux montrer des super flics parce que j'en ai marre de montrer les criminels comme des types géniaux, comme des types très classe. Je veux montrer que les flics sont des gens incroyables, ils peuvent faire le ménage. Alors ça reste quand même des flics un peu borderline, hein. Méga borderline. Qu'il a le premier. Je dirais même que la border, il la défonce, mais bon. Ouais, dès le début. Hein. Tu veux savoir qui tu viens de buter? Je vais te le dire. Ça faisait des mois que je les suivais. J'étais sur le point de les coincer. J'avais des preuves. Je te remercie. Grâce à toi, je n'ai plus rien. D'ailleurs, ce qui est drôle dans cet écho à John Woo et à son départ, c'est que même les deux personnages principaux, parce que même le personnage de Tony Leung, c'est quelqu'un qui veut juste partir dans un pays nordique ou je sais plus. C'est l'ambition majeure des deux personnages. D'ailleurs, on sait pas toujours où se situe le point de vue de John Woo dans le film là-dessus, mais ça tendrait à dire que les gens qui sont bloqués et qui restent à Hong Kong, en général, ont des destins pas toujours très très sympathiques, quoi. Il est très ambigu par rapport au message justement sur Hong Kong. Je pense qu'il montre clairement qu'il adore Hong Kong, même de la manière de filmer Hong Kong, hein, et ce dès la première scène. Il filme vraiment avec un grand amour la maison de thé, qui d'ailleurs était une vraie ancienne maison de thé presque historique et qui était sur le point de se faire détruire. Et donc il voulait absolument filmer dans cette maison de thé avant qu'elle soit détruite justement. Et donc on sent un vrai amour pour la ville et en même temps il la montre sur le point d'imploser. On arrive à une sorte de purge de la ville à travers l'image de l'hôpital en feu. À la fin, on pourrait voir là-dedans que le nouveau Hong Kong va devoir passer par un point de rupture pour se débarrasser des criminels, pour se débarrasser des problèmes et arriver à une forme de volupté. Ouais, c'est bien comme mot. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter aussi, c'est que
par rapport au discours et au point de vue de John Woo, c'est que John Woo lui-même est dans le film en fait. Il fait un espèce de patron de bar, je crois. Il fait un ex-flic qui est devenu patron de bar. Et en fait, il va conseiller lui-même son personnage principal, quoi. Et il a un point de vue, c'est pareil, encore assez ambigu sur ce qui se passe, donc non mais c'est vrai, c'est son discours. Je me dis ouais, d'accord, ok. Et ce personnage avait été suggéré par Chow Yun-fat. Je crois que c'était un des derniers jours de tournage, et il avait dit ouais, pourquoi tu jouerais pas ce personnage de mentor? Et donc ils avaient tourné ces scènes-là. Et le personnage de John Woo, donc en train de parler avec le personnage de Chow Yun-fat lui dit j'ai perdu un ami. et le personnage de John Woo avec beaucoup de tact qui lui dit On fait pas d'omelette sans casser deux. C'est ça. Et encore une fois, c'est là où tu te dis bon, le caractère ambigu du point de vue de John Woo est assez dur à comprendre. Et d'où les personnages principaux, tous les deux hyper borderline, hein, puisque comme on le disait au début, oui, Tequila, c'est pas un mec qui est forcément partisan de la méthodologie classique, on va dire, de la police, quoi. Bah, tu disais que c'était des flics borderline. Le personnage de Tequila est clairement inspiré de l'inspecteur Harry et du personnage de Popeye dans French Connection. Mais clairement, il va beaucoup plus loin qu'eux. Mais ça se limite pas à Tequila, puisque par exemple, si tu prends le personnage d'Alan, qui est un flic, on peut le dire undercover, hein, dans le film, il fait des dommages collatéraux assez incroyables pendant son infiltration, quoi. Bah, en fait, là où ça me choque plus par rapport au personnage de Tequila, c'est vrai que on pense que c'est un criminel, tout simplement. Hein. Il nous est présenté comme un tueur, donc ça me choque pas qu'il tue des gens au début. Après, c'est vraiment que c'est la révélation que ce soit un flic sous couverture. Effectivement, ça fait relativiser un peu ce qu'il a fait avant, mais on se dit, bon, en fait, il est obligé d'une certaine manière d'assassiner, même si c'est absolument terrible, je te rejoins complètement, ce qu'il fait. C'est vrai qu'il est pas présenté tout de suite comme un undercover. Hein. Mais le personnage de Tequila, lui, par exemple, au début, il commet un meurtre qui est purement motivé par la vengeance. Quand il arrive à choper le mec qui vient de tuer son coéquipier, il lui met le flingue sur la tête. Là, on se dit, bon, il va l'arrêter. Bah non, qu'est-ce qu'il fait? Il tire à bout portant dans la tête du mec avec le sang qui le gicle au visage. Et quand j'ai vu ce film, j'ai fait waouh, la première fois que tu vois ça. Ce que je veux dire, c'est que quand je regardais des films, j'avais justement ce cinéma américain où ça va jamais aussi loin que ça, tu vois, ça va être l'inspecteur Harry qui vise le mec et qui lui dit ouais vas-y fais-moi plaisir, ramasse le flingue et je te tue. Mais là il lui dit pas un mot, il appuie sur la gâchette en hors-champ, tu vois même pas qu'il appuie sur la gâchette, t'entends juste et tu vois le sang qui lui gicle au visage et tu dis ah ouais putain c'est un autre niveau de hardcore quand même quoi. Il y a aussi justement cette fameuse fusillade dans le salon de thé où il y a quand même plein d'innocents qui meurent. Exactement. Et là, c'est la scène d'intro. C'est la scène d'intro. C'est un truc auquel t'es pas habitué à voir ça en tant que public occidental. Mais il y a toujours, dans le climax du film, il y a une chier d'innocents qui meurent de façon gratuite d'ailleurs. Et c'est hyper violent, quoi. La scène qui se passe à l'extérieur de l'hôpital où ça tire vraiment à balles réelles sur des innocents qui essaient de s'enfuir, quoi. Il y a vraiment aucune limite. Ouais, et ce que je voulais dire, c'est aussi que pour en revenir vite fait à ce qu'on disait sur le personnage d'Alan justement et sur les dommages collatéraux qu'il va créer, c'est que c'est là où si tu peut-être parfois un petit peu les limites de John Woo, c'est dans ses ruptures de ton, tu vois, même si là il en fait moins que par exemple dans The Killer ou d'autres œuvres comme ça, c'est que il y a toujours ces petites phases hyper émotionnelles, tu sais, où un personnage commence à avoir des regrets, tu vois, par exemple, et Alan il a des regrets à des moments un peu étranges où tu vois, après avoir tué de sang-froid 20 mecs, il va commencer à se dire oh non, pourquoi j'ai fait ça. C'est pas toujours John Woo, je pense pas qu'il soit un cinéaste qui soit connu pour sa grande subtilité. Évidemment que non. Et c'est ce qui fait la richesse aussi de son cinéma. Bien sûr. C'est que son cinéma est d'une franchise totale, ce qui fait que même quand il arrive sur un tournage, il sait pas encore personne ne sait ce qui va tourner parce qu'il invente au fur et à mesure. Et ce qu'il faut savoir, parce que par rapport à ce que tu dis, le fait qu'il ait effectivement le personnage d'Alan et des regrets à des moments assez inattendus, je pense que c'est lié à la sensibilité de John Woo, mais c'est aussi lié au fait que le film a été tourné sans scénario en fait. C'est-à-dire que vraiment ça vient purement de John Woo. Qu'est-ce que sur le moment il ressent par rapport à ce qu'un personnage a dû ressentir, et comme c'est un mec je pense qui est très sensible, bah ce qui fait que t'as je voudrais pas trop l'utiliser, mais le mot sensiblerie qui est quand même très présent dans le film. Non mais après c'est une reproche qui lui est quand même faite de temps à autre, hein. Tu sais ce côté je vais dire guimauve, c'est un peu fort comme mot, mais de temps en temps ça arrive en plein milieu, et là d'ailleurs on a ça dès l'intro, tu vois, parce que le fait que John Woo comme beaucoup le savent, est fan de jazz et qui tu vois, qui te met ça au chausse-pied avec Tequila qui fait un saut de clarinette dans l'intro, un truc complètement guimauve d'ailleurs, hein, tu vois, on appellerait même pas ça du jazz en vrai. Et c'est incroyable d'ailleurs, ça se ressent beaucoup dans la BO, qui une sorte de jazz pop guimauve un peu bizarre. Ouais, mais j'ai peut-être pas assez de recul par rapport à ça. Je pense que peut-être la première fois que je l'ai vu, effectivement, ça a pu me choquer, mais c'est tellement un film qui fait partie de moi maintenant que je me rends plus compte. J'ai vu tellement de films asiatiques où la bande originale était tellement affreuse que quand je vois les films de John Woo et par exemple la BO de The Killer dont les 3/4 sont piqués directement dans la BO de Red Heat de Walter Hill, où à toute épreuve je me dis putain franchement c'est pas trop mal.
pour en revenir à son aspect justement émotionnel et sensiblerie, comme tu le disais, et d'ailleurs ça lui colle plutôt bien, il en a mis beaucoup moins dans ce film-là. Il y a beaucoup moins. Oui, je trouve qu'il est très restreint, même s'il y a des moments les moments qui me gênent le plus chez John Woo et dans ce film, ça va être les moments à moitié romantiques, les échanges entre Theresa Mo et Chow Yun-fat par exemple, qui je trouve sont assez maladroits et appuyés par une musique sirupeuse. Peut-être qu'on finira par se réconcilier. Ça m'étonnerait. Quel idiote, dire que j'ai foutu en l'air ma jeunesse avec toi. Tu aimes les roses blanches? Tu ne le savais pas? Tu me l'avais jamais dit? Bah lui non plus, je ne lui avais jamais dit. Je me demande comment il a deviné. Tu parlais tout à l'heure du fait que le film se soit tourné sans scénario, et c'est un truc, une anecdote qui est sortie de HK Magazine, d'ailleurs Anthony Wong s'en était pas mal plein. Ah oui, j'ignorais. Du fait que, en fait, il aime pas du tout le film, Anthony Wong. Ah bon, d'accord. Enfin, clairement, pour le citer, la citation est sortie d'HK Magazine, hein, c'est à toute épreuve, c'est de la merde. Voilà. Je ne joue rien, le réalisateur m'a à peine parlé et ne m'a rien demandé, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est une reproche qui est souvent faite à John Woo, c'est qu'il ne demande rien à personne sur le tournage. Bah, je pense qu'il est très, très investi dans sa réalisation et dans ses personnages plus que dans ses acteurs, on va dire. Disons qu'il a la chance d'avoir un alter ego devant la caméra, donc qui est Chow Yun-fat. C'est ça. Et les seconds couteaux, sans leur manquer de respect, sont un petit peu laissés de côté en général. D'ailleurs, c'est des personnages beaucoup moins marquants. Même si là, on a le personnage par exemple, de Mad Dog, qui lui est un personnage qui est resté, en fait, dans l'imaginaire collectif. Complètement, et qui est interprété d'ailleurs par Philippe Kwok, qui est également le chorégraphe des cascades sur le film, et qui était également chorégraphe des cascades sur le Pacte des loups de Christophe Gans. Exactement. Et donc, heureusement qu'il a des acteurs talentueux, effectivement, pour le soutenir si effectivement il s'avère que c'est vrai, mais ça passe assez bien parce que le film ne fait pas dans la subtilité, hein. La scène du hangar avec tous les mecs, Tequila, qu'est-ce qu'il fait pour les attaquer? Bah, il dit, je prends mon flingue et j'y vais, t'as 60 mecs en face, mais c'est pas grave, quoi. Ouais, et puis j'arrive en l'air, comme ça, pendu. Enfin, c'est des techniques d'infiltration, niveau Bad Boys, quoi. Mais ça passe complètement grâce à la mise en scène. Bien sûr. Et au fait que t'as pas vraiment le temps de réfléchir. À toute épreuve, ça tient sur 3 scènes, quoi. Ça tient sur la scène de la maison de thé, ça tient sur la scène du hangar et ça tient sur la très longue scène d'action de l'hôpital, quoi. Entre ces scènes-là, c'est juste des respirations, en fait. Tu t'en fous un peu de ce qui se passe. On se serre la main. C'est toi qui as le flingue. On parlait de mise en scène, et c'est ça qui est hyper important. Et là, il y a forcément un mot qui va nous venir en tête tout de suite et à la bouche, c'est évidemment fusillade, gunfight. C'est une référence de l'action des années 90, clairement. D'ailleurs, tout continent confondu. Je pense que ça se limite même pas à HK. Bah, c'est vraiment pour moi une des pierres angulaires du cinéma d'action des années 90, mais même en général. Ouais, vraiment. Quand je pense au cinéma d'action, je pense effectivement à Die Hard, Terminator 2, à toute épreuve. C'est 3 des films qui me viennent tout de suite. Il y en a, selon les personnes, il y en aura d'autres, et il y en a d'autres, mais c'est vraiment les 3 premiers qui me viennent. Et quand j'ai vu à toute épreuve, ça a été une énorme claque, alors que j'avais effectivement vu tous les grands classiques des années 80-90 du cinéma d'action, qui étaient pour moi ce qui se faisait de mieux dans le genre, hein, même L'Arme Fatale, ce genre de choses. Et de voir ce film-là, qui avec un budget qui doit être 4 fois inférieur à n'importe lequel de ces films américains, arrive à te mettre une claque, arrive à être tellement finalement plus jusqu'au boutiste dans ses idées, dans sa démonstration d'action. C'est forcément mémorable. Moi, tous les copains à qui je l'ai montré à l'époque, parce que il fallait que je le montre aux gens, il fallait que les gens sachent qu'un film comme ça existait, et ils ont pris, à partir du moment où ils étaient sensibles à l'action, ils ont pris une méga claque, quoi. Et eux-mêmes voulaient le montrer aux gens autour d'eux, parce que c'était inimaginable d'avoir un tel niveau de violence et de maestria en même temps dans un film, et d'autant plus dans un film hongkongais où c'était une époque où peu de gens regardaient des films hongkongais encore. Et d'ailleurs, ce que tu disais justement, c'est jusqu'au boutiste. Et je pense que quand on pense à tous ces classiques du cinéma d'action, principalement américain que tu cites, donc Terminator et compagnie, aucun n'est aussi jusqu'au boutiste que, alors à part peut-être certains films d'action que les Hongkongais ont fait aux États-Unis, mais ça on en parlera certainement un autre jour, mais aucun n'est aussi jusqu'au boutiste que par exemple À toute épreuve, parce que le climax dure 45 minutes, il me semble. Alors, je veux dire, on a une scène d'action ininterrompue de 45 minutes. À ce moment-là, on ne voyait ça nulle part ailleurs, quoi, clairement. Et puis c'est une scène d'action de 45 minutes qui ne démérite pas. C'est-à-dire que c'est une scène d'action complètement folle, d'ailleurs, qui contient un plan séquence hyper marquant, qui est toujours virtuose aujourd'hui, quoi. Là, on a revu le film tous les deux hyper récemment. Ça marche toujours, quoi. Les scènes d'action de Hardboiled, clairement, elles sont folles, quoi. Bah, ça marche toujours parce que aussi c'est le talent des chorégraphes, le talent de la mise en scène, et également l'inventivité du montage, en tout cas du scénario, parce que je disais qu'il n'y avait pas de scénario, mais en fait ils ont réussi à créer un build-up de tension
avec les différentes situations, parce qu'il faut savoir que dans ce final, on suit quand même plusieurs événements en même temps. On suit les flics qui sont à l'extérieur, donc qui suivent la situation. On suit Chow Yun-fat qui essaye de choper Anthony Wong. On suit Tony Leung qui se bat contre Mad Dog, et il y a un tel build-up de tension que effectivement on est complètement sous tension pendant 45 minutes. Et quand je dis ça ne démérite pas, c'est que la mise en scène se renouvelle constamment. Et même au bout d'un moment, moi je sais pas pour toi, mais les premières fois que j'ai vu à toute épreuve, à un moment t'as envie que ça se termine, parce que c'est certes génial, mais que t'en peux plus. T'as vu tellement de gens mourir. C'est une sorte de générosité à laquelle on n'était pas habitué en fait. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai principalement, comme beaucoup de monde en fait, découvert le cinéma américain avant de découvrir le cinéma hongkongais, et c'est intéressant qu'on parle d'Hard Boiled comme premier sujet dans cette émission-là, puisque c'était presque une porte d'entrée, il me semble, vers Hong Kong. Je pense que ça doit être un des premiers que j'ai dû voir, et ouais, cette générosité-là, clairement, elle te sèche, quoi. Enfin, ce climax, mais même la scène d'intro, enfin, dès la scène d'intro, t'as une sorte de destruction improbable avec un montage que tu ne comprends pas. Je veux dire que tu n'as jamais vu, quoi. De toute façon, John Woo voulait vraiment, comme je te disais tout à l'heure, donner le meilleur de lui-même avant de partir, et clairement c'était chaque scène d'action doit être meilleure que la précédente. C'est comment aller plus loin. T'as la scène de la maison de thé, c'est un climax pour les ricains à cette époque-là, tandis que lui, son climax, non les gars, ça va être ça, mais pendant 45 minutes avec des personnages partout, des bébés qui menacent de mourir, des éclopés qui se font tirer dessus, et tout ça avec un immeuble en feu, des cascades de fous. Et donc effectivement, je trouve que c'est une excellente porte d'entrée, parce que on sent vraiment cette influence du cinéma américain, et en même temps il y a des trucs vraiment typiquement HK qu'on retrouve, cette ultra violence, c'est le côté un peu sirupeux qui est complètement déstabilisant pour un public occidental. Et puis effectivement cette influence du cinéma américain, et d'ailleurs on la retrouve aussi dans le côté buddy movie, mais pas complètement. C'est-à-dire que c'est un buddy movie, mais non, en fait, c'est un film de flic infiltré. T'as, comment dire, le flic tête brûlée, son supérieur, on s'attendra à ce que ce soit le mec qui gueule « Putain, mais pourquoi tu m'as fait ça? Rends-moi ton badge !» Et en fait, non, c'est un mec qui pousse au respect, et d'ailleurs qui est interprété par Philip Chan, qui était un ancien flic. Et d'ailleurs, c'est pas un buddy movie au sens propre, dans le sens où il reprend pas tous les tropes classiques du buddy movie, puisque les deux personnages principaux sont en fait aussi fous l'un que l'autre. On n'a pas de balance entre le mec habituellement qui tente de, tu vois, qui est trop vieux pour ses conneries, qu'on va dire, et le fou allié à côté, quoi. Johnny, je m'en fiche de mourir, mais laisse la vie sauve à mes hommes. Johnny, il a raison. Tu ne vas pas tous les descendre. C'est pas à moi de décider. À toi de voir, fais comme tu le sens. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que tu parlais de cette histoire des bébés là. Sur l'affiche, on a Chow Yun-fat avec un bébé dans les bras. Affiche que j'ai toujours trouvé un peu ridicule, qui ne résume pas du tout l'esprit du film. On n'a jamais trop compris pourquoi vraiment en fait. On sait que a priori la première version du scénario devait mettre en scène un antagoniste qui empoisonnait des bébés. C'était un tueur psychopathe qui devait être interprété par Tony Leung justement, et donc qui empoisonnait des bébés, et c'était tiré d'un fait divers réel qui s'était vraiment passé à Hong Kong. Et donc au dernier moment, John Woo a décidé de changer parce qu'il a réalisé que son cinéma et la façon dont il glamourisait justement les criminels en général influençait des gens du quotidien, et il avait été très choqué au moment du tournage de À toute épreuve d'apprendre que il y avait 3 jeunes Vietnamiens aux États-Unis qui avaient essayé de commettre un hold-up et qui s'étaient fait tuer par la police, et qui s'étaient avérés être fans de son cinéma. Et donc il a toujours voulu faire très attention de pas influencer dans le mauvais sens du terme. Et d'ailleurs John Woo, il faut le voir en interview ou quoi, c'est pas un mec du tout qui est fasciné par exemple par la violence, hein. Enfin c'est clairement pas la personnalité qui dégage, quoi. Pas du tout, c'est un mec très doux, et qui dit d'ailleurs en interview, moi la violence me fait peur. En fait il a quasiment le même point de vue sur la violence, pour connecter avec un autre cinéaste américain, c'est Tarantino en fait, dit la même chose. D'ailleurs c'est une influence majeure de Tarantino, John Woo, c'est que Tarantino répète à l'envie qu'il déteste lui-même la violence, mais en fait c'est l'esthétisation de la violence qui l'intéresse. C'est pas la violence en elle-même, c'est ce qu'il peut en faire graphiquement. Justement par rapport à cette scène des bébés dans l'hôpital, c'est qu'on a aussi un espèce de second degré permanent dans Hard Boiled. Je sais pas si c'est du second degré, en fait volontaire ou involontaire, parce que le cinéma de John Woo est en général tellement premier degré, je sais pas si c'est sa manière de, par exemple, quand le bébé fait pipi sur le personnage de Chow Yun-fat, et son pipi fait que les flammes qui avaient atteint ses jambes s'éteignent.
Eh ben bravo, t'as bien choisi ton moment pour pisser, toi. Mais... Je me suis beaucoup posé la question justement, et j'espère que c'est du second degré, vraiment. Mais... je pense que c'est une tentative très maladroite de second degré, c'est-à-dire effectivement d'imiter ses pairs américains. Mais je pense ça fait l'humour chez John Woo, en tout cas dans ses films, on va dire plus sérieux, parce que je sais qu'il a eu une carrière de réalisateur humoristique auparavant, mais je n'ai jamais vu aucun de ces films-là. Les grandes heures de la comédie HK. C'est ça. Mais j'ai jamais été très fan de l'humour cantonais. On va peut-être devoir s'y coller, hein, attention. Ah oui, je sais, je m'y mettrai. Mais ouais, je pense que c'est plutôt quelque chose de, si, c'est un second degré, mais très très maladroit, quoi, qui moi personnellement me morifie plus qu'autre chose. Mais dans le contexte de ce film-là, c'est tellement généreux à tous les autres niveaux que c'est vrai que j'y fais pas très attention, quoi. Bon écoute, on va passer peut-être à notre dernière grosse rubrique pour aujourd'hui. Et donc on va essayer de se poser la question de l'impact qu'aura eu le film justement sur la carrière de John Woo et un petit peu sur les gens qui ont participé. C'est une question qu'on essaiera de se poser à chaque fois parce que c'est intéressant de resituer le film dans son contexte avant. Et puis de l'influence qu'il a eu sur le cinéma en général. Déjà, la première chose à dire, c'est que à toute épreuve, ça a été une vraie et très solide carte de visite pour les États-Unis, quoi. Ouais, en tout cas, ça aurait dû l'être. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué la réussite aléatoire de sa période US, quoi. On en pense qu'on veut après. Et c'est vrai que quand tu dis que, voilà, t'es John Woo, tu termines sur un coup d'éclat, avec peut-être un des films majeurs de l'histoire du cinéma d'action. Et il est dans le débat, honnêtement, d'être son chef-d'œuvre. Je sais que toi, t'es plutôt team The Killer, je sais. Mais non, mais en termes de film d'action pur et dur, on va dire, c'est vrai qu'il est au-dessus de The Killer. The Killer c'est un mélodrame d'action. Mais si on cherche vraiment un film d'action, un film policier d'action qui puisse aller se battre face à Die Hard ou face à L'Arme Fatale, ce genre de film, c'est celui que je mettrais dans le débat, c'est effectivement à toute épreuve. Ouais, puis c'est un film d'action dans le sens où il a privilégié l'action, la mise en scène de l'action au détriment quelque part de certains de ses gimmicks habituels. Tout le symbolisme est moins présent, le romantisme peut-être exacerbé est quand même beaucoup moins présent que... Ouais, je pense que c'est effectivement le côté américain plus assumé, comme il sait qu'il part aux États-Unis, il veut vraiment que ce film-là puisse être vu, parce qu'il sait que The Killer est vu d'une manière différente par un public occidental. The Killer, quand il a été vu au début, les gens rigolaient, notamment par cette sensibilité exacerbée qu'on retrouvait dans le cinéma de John Woo, et qu'on a appris ensuite par la suite à accepter, à approcher avec plus d'intelligence et plus de compréhension. Ouais, cette sensibilité d'ailleurs qu'il a vraiment presque perdu en fait en passant de l'autre côté, quoi. En fait, c'est ça qui est troublant, c'est que sa carrière n'ait pas été celle qu'elle aurait pu être aux États-Unis. C'est aussi lié au fait qu'on l'a pas laissé, ou il a pas voulu, je sais pas, s'exprimer avec justement tout ce qui faisait la richesse de son cinéma, mais également ses défauts. C'est-à-dire qu'on a gommé, d'une certaine manière, on a gardé le technicien John Woo, super metteur en images, on va dire, super monteur, les scènes d'action géniales, mais derrière, on a perdu effectivement, certes, cette sensibilité exacerbée qui pouvait gêner certaines personnes du public occidental qui n'étaient pas prêtes à recevoir ça, mais ça fait aussi qu'on a gommé tout le reste de ce qui faisait la qualité du cinéma de John Woo. Ce qui, pour moi, aussi explique que sa carrière se soit cassée la gueule là-bas. Même si on pourra quand même s'accorder sur le fait que de toute cette vague de réalisateurs HK, à partir aux États-Unis, c'est peut-être celui qui a la plus grande réussite à son actif, si on parle de volte-face, évidemment, quoi. Ouais, c'est celui qui s'en est le mieux sorti. Ça a pas duré longtemps, mais c'est celui qui s'en est le mieux sorti. Il a vraiment réussi, en fait, à construire une carrière. C'est-à-dire que chaque film était, on va dire, meilleur que le précédent. On sentait qu'il pouvait mieux s'exprimer. Donc Volte-Face ou même Mission Impossible 2, il a ses défenseurs. Hein. Et comparativement à ce qu'ont pu faire par exemple Ringo Lam ou Choi Ark aux US, il a un film au moins, voilà, qui se tient vraiment bien. C'était quasiment le mélange, le plus parfait qui pouvait exister à ce moment-là entre ce qu'était John Woo et ce qu'était le cinéma américain, quoi. Pour revenir un petit peu à Hard-Boiled, ce qui serait intéressant de voir surtout, c'est quelle influence vraiment il a eu, en fait, sur ce qui est arrivé après, quoi. Hard-Boiled, et je rejoins les critiques dont j'écoutais les commentaires audio sur À toute épreuve, qui a été une date parce que c'est un des films qui a le plus influencé, le plus durablement,
le cinéma américain en termes de style, dans la façon de filmer, dans la façon d'approcher la violence graphique et l'ultra-violence. Ça a été extrêmement repris. John Woo a montré qu'on pouvait pousser les choses très très loin, et le cinéma américain était très intéressé par ça, ce qui fait qu'ils ont fait venir John Woo, mais en même temps ils ont redigéré complètement ça. Et le cinéma de John Woo, de toute façon, on le retrouve dans des films, notamment sa façon de filmer les scènes d'action. Donc à toute épreuve a vraiment marqué une étape dans jusqu'où pouvait aller l'action. Pour moi, c'est vraiment une date. Il aurait dû également lancer la carrière de Chow Yun-fat aux États-Unis. Bon, ça s'est pas passé comme espéré, hein, clairement. La suite de sa carrière a été de moins en moins glorieuse, malheureusement. Enfin, c'est un petit peu étrange. L'arc de carrière de Chow Yun-fat, c'est un truc que je ne m'explique pas toujours. La dernière fois que je l'ai vu, c'est dans une comédie musicale de Johnny To qui s'appelle The Office. Tony Leung, par contre, lui, j'ai l'impression que sa carrière a pris un peu plus d'ampleur vraiment par la suite, quoi. Vous l'avez certainement vu pour la plupart des gens dans la trilogie Infernal Affair. On le retrouve dans les Trois Royaumes, hein, d'ailleurs, chez John Woo. Je viens de tuer un flic. Mais arrête! Je suis sûr que c'était un flic. Merde! Il avait un badge là! Tu te fais des idées! Combien de fois il faudra que je te le dise? Ton pire ennemi, c'est toi! Si t'es pas capable de te contrôler, t'arriveras jamais à rien! Écoute, on va terminer cet épisode avec une petite rubrique qui va s'appeler Créer des liens. Donc c'est tout simple, on va essayer un petit peu que vous soyez fan ou pas de Hard-Boiled, que vous ne connaissiez peut-être pas Hard-Boiled, on va essayer de faire le lien avec d'autres œuvres, peut-être soit occidentales, soit vraiment dérivées de HK, qui pourraient également vous plaire, ou qui pourraient, si elles vous plaisent, vous mener vers Hard-Boiled. Alors, bon, évidemment, on l'a cité des multiples fois, mais il faut quand même que je le recite. C'est évidemment l'inspecteur Harry. Ouais, tout à fait. Qui a une énorme influence. Si vous aimez l'inspecteur Harry, vous devriez apprécier le personnage de Tequila. Ouais. Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de points communs, notamment forcément cet aspect borderline. Alors Tequila est peut-être un poil moins réac que certains inspecteurs Harry, parce que c'est pas toujours le même. Un poil moins réac, mais beaucoup plus violent. Mais beaucoup plus violent, et puis beaucoup plus physique. Et sinon, moi, pour jouer un petit peu la facilité, je vous conseillerais quand même de jeter un œil au film américain de John Woo, et surtout à Face Off et Mission Impossible 2, en fait, tant qu'à faire. Parce que vraiment, Face Off, en termes de mise en scène d'action, il a quand même beaucoup de points communs avec Hard-Boiled. Disons que c'est plus... En fait, le problème que j'ai avec Volte-Face, que j'ai pas eu à l'époque où je l'ai vu, parce que j'étais vraiment très très fan, c'est qu'il est plus calibré. Effectivement, moi, je l'avais pas vu à toute épreuve depuis très longtemps. La scène d'ouverture, c'est un truc dingue. T'as combien de setup, combien de personnages, où tu comprends tout l'espace de la scène, tout ce qui va se passer, sans qu'un mot soit prononcé. Et c'est absolument dingue. Et ce que je peux reprocher, même si ça reste un bon film à Volte-Face, c'est effectivement qu'il y ait pas cette liberté finalement de mise en scène, mais comme tu dis, ça reste son meilleur film américain. Donc effectivement, pour commencer avec John Woo, pour quelqu'un qui n'aurait pas vu de film HK, ce serait effectivement de commencer par Volte-Face, de passer à Toute épreuve, et peut-être ensuite de passer à The Killer, et Une balle dans la tête. Une balle dans la tête, c'est pas le plus facile, mais non, c'est pas le plus simple. Mais à mon avis, une fois qu'on a passé The Killer déjà. En tout cas, ne commencez pas par Les Associés, aka One Sessif, parce que là, vous allez prendre méga cher. C'est vrai. Et pour ceux qui sont vraiment fans, qui voudraient connaître une sorte de suite officielle à Hard-Boiled, puisqu'il en existe une. Exactement. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Stranglehold, que je possède, qui est sorti à l'époque sur Xbox 360 et PS3. Et d'ailleurs, il avait le mérite sur PS3, je crois, en France, d'être le seul Master HD, puisque le film est sur le disque. Et d'ailleurs, c'est la seule façon de le voir quelque part en Blu-ray en France officiellement, en fait. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'au moment où on lance ce podcast, on a appris il y a pas si longtemps que HK Video allait vraiment revenir sous la houlette de Christophe Gans. Donc, on peut peut-être imaginer que certains des films qu'on a envie de revoir depuis le temps puissent enfin être édités, quoi. D'avoir HK, qui est un label extrêmement consciencieux, de proposer déjà l'édition DVD de À toute épreuve était absolument génial. Ils avaient même réussi à retrouver une version alternative de la scène d'intro, de la scène du jazz. Moi, c'est grâce à eux, grâce au magazine HK, parce que c'est aussi un magazine, il faut le savoir, que j'ai découvert le cinéma d'abord de John Woo, puis le cinéma HK en général. Et donc, s'ils pouvaient nous sortir des versions remasterisées, qui sont très difficiles à trouver, j'en suis sûr, hein, parce que la qualité des péloches sur laquelle tournaient les films HK, c'était vraiment pas terrible. Mais il y a une remasterisation tout à fait intéressante qui a été faite de Le Syndicat du Crime. Et donc, s'ils pouvaient nous le sortir en France,
licence et puis trouver des masters, des grands classiques à HK, ce serait fabuleux, quoi. Donc voilà, est-ce que t'as autre chose à rajouter peut-être sur des œuvres en commun ou non? D'autres films, je dirais que si justement c'est une porte d'entrée vers le cinéma HK ou le cinéma asiatique en général, si ça vous plaît et que vous aimez les trucs jusqu'au boutiste, après il y a plein de films, mais plus récemment il y a eu The Raid, moi qui m'a rappelé justement cette générosité de à toute épreuve. Mais il y en a eu plein, moi quand je pense à toute épreuve, je pense aussi à Time and Tide, bien sûr, par exemple, qui partage un peu cette envie de jusqu'au boutisme, même si Time and Tide est peut-être encore plus jusqu'au boutiste dans la déstructuration. Ouais, je dirais qu'il est plus taré en fait. Ok, bon bah écoute, c'était plutôt pas mal, on a quand même bien fait le tour. Donc évidemment, Hard Boiled, c'est un film qu'on aime, hein, vous l'aurez compris. Ouais, c'est sûr. Et c'est un film qu'on vous conseille, évidemment, si vous ne l'avez pas vu. Erwan, merci. Et de rien, ça m'a fait très plaisir, écoute, de discuter avec toi, et j'espère que on pourra se retrouver très bientôt autour d'un nouveau film HK que j'ai vu ou que je n'ai pas vu. Ça va venir très vite, et puis bon, on se dit à très bientôt pour un nouveau film HK. À très bientôt. Et voilà. Salut. Je précise, on a fait un épisode de Final Cut entièrement consacré à John Woo, donc si vous voulez l'écouter, on parle un peu plus de volte-face, quoi. Puis surtout, continuez à regarder les films HK. Vous avez écouté HCast, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kerok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.